instant. Le seul truc que je dis, moi, c'est pour tenir le coup dans ce métier, c'est important d'avoir les yeux qui brillent quand on parle de ce qu'on fait. Euh, Si ma vocation, ça avait été de vendre des chaussettes, ben, j'espère que j'aurais pu les vendre avec conviction. Là, c'était pas des chaussettes, et j'ai toujours été excité par tout ce que j'ai fait. C'est ça vous anime. Ben, je pense que le jour où ça me fera chier, je pourrais faire autre chose. Je suis pas obligé de travailler pour bouffer, hein. Donc bon, pour le moment, c'est toujours là, donc on continue, hein. Et donc là, je voulais revenir sur après la production donc, de l'album de Iggy Pop. Ouais. Après. Alors ça c'est une anecdote assez marrante. Iggy, ça faisait des années que je lui disais, pour moi, t'es le dernier crooner qui reste. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui lui disent que c'est un crooner. Bon, il y a eu un temps qui s'est passé, c'était au moment de la tournée, je crois que c'était sur Instinct. On a fait une route de nuit, tous les deux en bagnole, entre Mulhouse et Lyon, je me rappelle, et qu'on faisait, chacun passait une cassette à tour de rôle. À l'époque, c'était encore les cassettes. Et lui, je me rappelle, j'avais été surpris par ses sélections. C'était pratiquement tout du Ennio Morricone ou des trucs de Sinatra et tout ça. Et moi, c'était plutôt des trucs africains, machin, etc. Bon, trucs assez weird, parce que je bossais aussi avec Rachida et Femi Kuti aussi pendant... bon, Rachid, c'est une histoire de 25 ans, Femi, ça a fait 7 ans. Donc j'étais dans un truc comme ça. Et ma sœur est manager de Youssou N'Dour depuis 25 ans. Donc c'était un truc... voilà, on a fait des échanges. On reste là-dessus et tout. Et il y a maintenant, ça doit faire à peu près une dizaine d'années, une après-midi, le téléphone sonne, je prends, et c'est Iggy, il me dit « Hey, it's Iggy ». Je dis « Ça va ?»« Yeah, yeah ». Et puis il me dit « Écoute, voilà, Michel Houellebecq m'a appelé pour faire la BO de... La possibilité du Nil, et c'est pour un docu pour la télé belge. C'est Eric Lickschut qui faisait le docu. Et il me dit, c'est un tout petit budget, il y a 15 000 $ et tout. Et voilà, et j'ai voulu, je veux y participer parce que tu sais, j'adore Houellebecq, machin, patata. Je dis, oui. Il dit, voilà, alors j'ai trouvé cette chanson que je voulais absolument mettre dedans. Qui s'appelle Autumn Leaves. Et je me suis retrouvé, j'ai fait le truc et tout, et puis au moment de rendre le truc, on a un échange avec l'éditeur qui demande une fortune pour utiliser le titre. Je lui dis d'aller se faire mettre. Et puis merde, ça m'énerve parce que j'ai vraiment envie de cette chanson. Je pense qu'elle va parfaitement avec l'image et tout ça. Et de là, j'ai fait d'autres recherches et je me suis rendu compte que Autumn Leaves, c'était pas du tout une chanson anglaise, c'était une chanson de Vladimir Cosma qui avait chanté entre autres Yves Montand. Donc je suis tombé sur YouTube, j'ai pris le truc, et puis je l'ai lu 2-3 fois, et puis j'ai chanté direct. Bon, faut savoir qu'Iggy ne fait jamais plus de 2 prises. Et il dit, j'ai fait écouter ça à la prod et tout, il trouve que c'est génial, mais bon, tu sais, les gens dans le cinéma, ils disent un peu n'importe quoi, donc je voudrais avoir ton avis. Je dis, ben envoie-moi le truc, j'écoute, et puis je te donnerai mon avis, tu sais, moi je te dirai toujours le truc cash. Il dit, je sais. Et donc il m'envoie, j'écoute, putain, je le rappelle, je dis, mais t'es con quoi, mais ça déchire, ton accent est ultra sexy, toutes les gonzesses vont se liquéfier quand elles vont t'entendre, t'as vraiment le grain pour faire un album de crooner. Il dit ouais, et puis j'ai fait d'autres titres comme ça, voilà, mais pas en français et tout. Il m'envoie ça, et je lui dis écoute, il me dit mais personne ne veut le sortir, ma maison de disques me l'a mis à la gueule aux États-Unis. Je dis Jim, écoute, si tu veux, je m'occupe de casser ton deal avec ta maison de disques américaine et je fais transférer ton contrat en France et tu deviens un artiste local français. Il dit You can do that.
Je dis, bah je peux essayer. Donc j'ai essayé, et puis je l'ai fait. Et on a sorti préliminaire sur Yamaï, France. D'autant plus que, préliminaire, au moment, quand on était sur les discussions et tout, c'était assez marrant, on avait fait des dates avec les Stooges cette année-là, et j'étais tombé sur Saunier, et je lui fais écouter comme ça au cul du camion, comme j'avais fait écouter à Manœuvre, au cul du camion, vraiment, et qui craque, et Saunier me dit, si tu fais un album d'Iggy, moi je te fais une spéciale de la musicale, etc. Enfin bon, bref, on est parti dans un truc, on a fait une spéciale de la musicale, on est parti dans le truc, et après ça, Iggy me dit, putain, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Je dis, eh ben, écoute, si tu veux, je t'envoie plein de chansons, tu pioches dedans, tu prends ce que tu veux, et puis on peut faire un disque. Si tu veux, je le produis, on se trouve un deal ou quoi, enfin bon. Il dit, ok, ouais, ça me tente. Je lui ai envoyé 25 chansons. Et au fur et à mesure, on me dit, tiens, j'ai fait celle-là, tiens, j'ai fait celle-là, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Et ça a donné, ça a donné cet album. Ouais. Il y a 6 chansons en français. C'est la première fois de sa vie qu'Iggy a financé lui-même sa musique, parce qu'il a toujours été en contrat d'artiste. Et au moment de sortir le disque, conflit avec Yamaha, ils disent on veut pas le sortir. Je dis bon, on veut pas le sortir, on veut pas sortir un album d'Iggy Pop qui casse son image en faisant de la bossa nova. Donc on a failli abandonner complètement le projet jusqu'à ce qu'on se retrouve à Hellfest, où j'avais programmé les Stooges. Et là, avec une bouteille de Château Latour 1947, offerte par Ben, le patron d'Hellfest, on a eu une conversation qui au départ a été une engueulade entre nous. Je l'ai engueulé. Et je lui ai dit, mais arrête, c'est pas un mec de maison de disques maintenant qui va te dire ce que tu dois faire, quoi, ça va pas, quoi. Et il me dit, ok, fuck Van. Et puis il me dit, I give you my deal, I give you my record. Je dis, ok, je vais essayer de faire un truc cool. Il m'a dit, je suis sûr que tu feras un truc cool. Et de là, écoute, je me suis retrouvé à être le producteur disque d'Iggy. Et donc j'ai construit un plan qui était assez marrant. Après la période d'enregistrement, j'ai construit un plan qui était assez marrant. Puisqu'en fait, c'est un disque pour lequel j'ai fait 4 sorties différentes. Une première avec vente privée, où bon, j'ai fait des trucs un peu spéciaux, puisque j'ai branché Jacques-Antoine, je lui ai dit, t'as qu'à dire que t'es le producteur. Moi, je m'en fous, j'ai pas d'ego. Ce que je veux, c'est que ça sorte. Ce que ça a donné, c'est que du coup, il y a une équipe de vente privée qui est allée tourner 2 jours Iggy chez lui, qu'on a fait un track by track, des trailers super, interviews super et tout. Et on a sorti le disque sur vente privée, après avoir eu pendant 2 semaines la homepage de vente privée. Donc ça, je suis assez fier, parce que c'est un deal qui ne se faisait pas à cette époque. Et en parallèle de ça, je fais un deal digital avec Believe, et on se retrouve avec une sortie, conférence de presse, sortie Iggy vient, puisqu'on avait une autre date avec les Stooges à ce moment-là, qui était, on faisait le circuit du Castellet pour Mini Cooper, ou un truc comme ça, un festival, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Et Iggy vient, on fait une conf de presse à Bristol, il vient, je lui cale le truc, en plus il a repris une chanson de Salvador, bon, moi comme Henri Salvador était mon pote, je lui emmène le pianiste de Salvador, donc et on a fait le truc, on est parti comme ça, et on a vendu quand même 15 000 albums dans les premières 72 heures avec vente privée. Et on est rentré numéro 2 dans les charts, ce qui était la première fois pour Iggy. Et de là, il me dit, waouh, cool, ok. Je dis, non, mais attends, on n'a pas fini. Dès qu'on a fini le truc avec vente privée, j'ai fait une exclue avec la Fnac, qui m'ont pris 10 000 disques. Et dès qu'on a fini avec la Fnac, j'ai fait une distribution avec l'autre distribution, qui faisait tous les disquaires indépendants,
Et on s'est retrouvé avec 450 points d'écoute chez les disquaires indépendants pour un album d'Iggy en français. Ce qui est un truc hors norme, surtout 4 mois après sa première sortie. Et on a fini finalement avec un peu plus de 40 000 ventes. Pour situer, je ne pense pas que son album avec Josh Homme ait fait 40 000 en France. Donc on a fait une belle OP. Voilà quoi, je sais pas. Après, on n'a pas fait de concert. Sur Après, j'aurais beaucoup voulu. Mais c'était un peu compliqué. On a juste fait 2 fois. On l'a joué 2 fois. En fait, une fois pour Stéphane Saunier, une fois pour Bernard Chérez à France Inter. Et après, on est passé à autre chose. Il y a un truc très paradoxal sur cet album. C'est que Iggy a fait tout l'album sans jamais voir les musiciens qui ont joué dessus. Le truc très paradoxal, c'est que sur plusieurs chansons, il a fait les voix avant de mettre la musique. D'accord. Faut voir, Iggy, c'est un ancien batteur, rythmiquement il est juste incroyable. Et j'ai appris ça, moi, par hasard, dans une conversation avec lui, parce que je lui avais filé, entre autres, ça avait été un truc qui m'avait été suggéré par Pierre Lescure. Je lui avais filé Les Passantes de Brassens, en me disant, cette chanson, elle est énorme, quoi. Et je lui ai envoyé, et puis il me dit, putain, j'adore, mais t'as vu le nombre de mots qu'il y a? Il dit, pour moi, c'est difficile. C'est pour ça, t'écoutes Les Passantes sur l'album, la fin, c'est du yaourt, hein. Mais Iggy ne fait 2 fois, il fait pas 3. Donc tu prends ou tu laisses. Et on s'est retrouvé sur un truc qui était très très marrant. Moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour je lui dirais pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça. Comme Paty, pour moi, c'est incroyable. En 76, je suis monté en stop de Toulouse pour la voir à l'Élysée-Montmartre. Ouais. Maintenant je suis dans son bouquin. Ah oui, le dernier. Ouais, c'est moi qui ai filé le titre sur un truc quand on se baladait et tout ça, et puis elle dit j'arrive à Paris, mon ami Alain. Je trouve ça incroyable. Mais ça montre que c'est un peu cohérent aussi, peut-être. Peut-être aussi un amour pour la langue française, et puis Arthur Rimbaud, je crois qu'elle est vraiment... oui, c'est allé loin, puisque elle a acheté la maison sur la propriété, enfin sur le truc de la ferme Rimbaud, et elle m'a dit c'est notre maison. Parce que sans toi, j'aurais pas su qu'elle était à vendre, je l'aurais pas acheté, en plus j'ai discuté le prix. Et on pense y faire des ateliers d'écriture pour des poètes ou des écrivains. Et on va reparler de ça quand elle viendra cet été ou quoi, pour voir quand est-ce qu'on la démarre, si on fait quelque chose ou pas. Mais on a déjà fait les travaux, on a réinstallé. Et voilà quoi.